Comment ça va? Je l'ai coupé ultra violemment la musique, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur Curiosity. Il est 20h, on est le mercredi, il est 20h01, hein. Pris un peu de temps à le lancer, mais tout va bien. Il est 20h, mercredi, et aujourd'hui nous allons parler des SSTO. Et bien sûr, comme d'habitude, avant de parler des SSTO, d'aborder le sujet de la semaine, nous allons faire un rapide petit tour de l'actualité, donc en voyant vite fait quels sont les trucs majeurs qui ont eu lieu, en commençant par l'un des tests, un pré-burner qui a eu lieu hier pour le Starship SN20. Donc hier, le Starship SN20 a réussi son test de pré-burner, comme on va le voir ici. Donc c'est un test pour vérifier que les moteurs marchent bien. Et donc voilà, c'est juste un petit allumage et le Starship SN20 a été complètement réussi ce petit test pour du coup son décollage qui aura lieu du coup dans pas longtemps, étant donné que... attendez, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Oui, hop là, voilà. Étant donné que tout est prêt, ils attendent encore quelques autorisations pour le décollage complet du Starship. Mais en tout cas, prochainement, on pourra avoir un static fire qui aura lieu et bientôt, du coup, ce vol suborbital dans la configuration complète du Starship qui pourra avoir lieu. Donc, bonne nouvelle, hein, depuis le temps qu'on attendait qu'il se passe quelque chose, enfin, il commence à y avoir du mouvement, donc ça fait plaisir. On va ensuite enchaîner sur une deuxième mauvaise nouvelle, hein, cette fois du côté de Virgin Galactic. Virgin Galactic qui a lancé une phase de maintenance pour son Spaceship Two. Donc cette phase qui du coup va faire retarder les vols commerciaux qui étaient initialement prévus début septembre. Il devait y avoir commencé à y avoir les premiers vols commerciaux pour le Starship, le Spaceship Two. Malheureusement, suite à des problèmes de matériaux et de sécurité sur le vaisseau qui ont été rencontrés lors du vol de Richard Branson, le vol a dû être... une phase de maintenance a été lancée afin d'améliorer le Spaceship Two, ce qui reporte du coup les vols commerciaux à fin 2022, ce qui pique énormément du côté de Virgin Galactic, étant donné que son concurrent direct, Blue Origin, commence déjà à faire ses vols, hein. On a eu aussi du coup le décollage de l'acteur de Star Trek dans la capsule de Virgin et de Blue Origin, pardon. Et derrière, Virgin Galactic qui suit pas. Alors certes, ils ont été les premiers, hein, entre Richard Branson et Jeff Bezos. C'est Richard Branson qui est allé en premier, mais derrière, ça, c'est pas assuré, quoi. Donc dommage, gros coup dur pour du côté de Virgin. À voir comment ils vont réussir à sortir de là, parce que ça fait longtemps qu'ils existent. Économiquement, c'est chaud quand même, hein. Ça, on peut pas se le cacher. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines du côté de Virgin Galactic. On va donc pouvoir aborder le sujet de la semaine. Et donc le sujet de la semaine qui est les SSTO. Alors, les SSTO, la slide qui ne veut pas slide aussi, voilà. Donc les SSTO, c'est un type de lanceur, de lanceur de type mono-étagé. Donc c'est-à-dire que contrairement à la plupart des lanceurs qu'on connaît, donc la plupart des fusées qui existent, il n'est pas composé de différents étages. Il est donc d'une seule structure, d'un trait, et il va aller donc en orbite de manière complète, sans séparation de parties du vaisseau. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, on garde la même structure. On ne va pas venir à se séparer.
Donc, alors, pourquoi ça existe? Donc, tout d'abord, on a les lanceurs étagés, comme ils sont très souvent connus. Ils ont beaucoup d'avantages. Le premier, c'est énergétique, parce que ils sont beaucoup plus optimisés, étant donné qu'au fur et à mesure de l'ascension, on va lâcher la masse vide. C'est-à-dire que les réservoirs, ils servent plus à rien, hop, on les jette. Et du coup, moins de besoin de carburant, étant donné qu'on doit pousser après une masse plus petite. Donc, ils sont plus optimisés. Leur désavantage, le problème de ces fusées du coup étagées, c'est qu'elles ont une structure beaucoup plus fragile. Alors, euh, le défaut, le fait qu'ils ont une structure plus fragile, c'est dû au fait que ils se séparent, donc ils ont des points de jonction. Ces points de jonction vont faire que ça va fragiliser la structure, étant donné que c'est une zone de séparation. Donc une structure beaucoup plus fragile, donc beaucoup plus risquée. Les chances pour qu'il y ait un problème ou que lors de l'ascension est plus importante. Et en plus, l'autre problème qui se présente, c'est que économiquement, les étages, une fois séparés, s'ils ne sont pas réutilisés, ils vont venir se consumer dans l'atmosphère et être détruits. Et on ne pourra pas les réutiliser. Donc c'est quand même assez embêtant lorsqu'on veut faire une fusée si à chaque fois on doit en reconstruire une. Et c'est actuellement tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a opté à la réutilisation, parce que déjà ça vient économiser vachement. Mais voilà, le fait de séparer les étages va venir engendrer de nouveaux coûts, dû au fait qu'il faut reconstruire. Alors, quel du coup, du côté du SSTO, ça va être l'inverse sur beaucoup de choses. Donc, même si du coup, ça va être beaucoup moins optimisé au niveau de la masse à vide, parce qu'on va garder la même masse du début jusqu'à la fin. Donc ça va faire qu'au niveau énergétique, ça va consommer à mort. Sur la structure, on va avoir beaucoup moins de stress, beaucoup moins de risque de rupture, étant donné qu'elle est composée d'une seule structure. Pareil, au niveau de l'ascension, c'est des étapes plus simples. Une fois que les moteurs allumés, ça part. Il n'y a pas de phase de séparation, de risque de collision avec la partie qui s'est séparée. C'est beaucoup moins risqué. C'est plus simple du coup à réutiliser, étant donné qu'on est sur une seule structure. Cette structure, elle va venir du coup pouvoir être re-remplie pour pouvoir être réutilisée beaucoup plus facilement. Ce qui a un gros avantage, parce que ça va faire qu'on ne va pas détruire à chaque fois des parties de la fusée pour rien. Après, par contre, ça reste toujours assez cher. Le prix, il restera toujours même élevé, car la conception d'un tel vaisseau nécessite l'utilisation de matériaux et de méthodes de construction plus complexes et chères, ainsi aussi qu'un des moteurs beaucoup plus performants, étant donné qu'on va devoir porter tout le vaisseau tout le long. Donc ça va proposer pas mal de problèmes quand même. Ça reste quand même assez compliqué. Donc, comme on peut se le douter, concevoir un tel véhicule, c'est très compliqué. Ainsi, sur Terre, on n'en a techniquement jamais fait complètement un véhicule SSTO. Même si, comme un peu la navette spatiale ou la Atlas B, comme vous pouvez voir sur cette image, sont presque considérés comme des SSTO, parce que ceux-ci, ils ont techniquement presque atteint l'orbite sans se séparer de parties. Donc, par exemple, sur l'Atlas B que vous voyez ici, elle est venue à atteindre l'orbite juste en venant à la fin se séparer de son... Vous voyez la partie, sur ces deux boosters sur le côté d'un moteur. Donc, malheureusement, sans cette séparation, elle n'aurait pas pu atteindre l'orbite, mais on est quasiment sur un seul étage à l'orbite. Pareil pour la navette spatiale, beaucoup de personnes considèrent presque celle-ci comme étant un SSTO, pour la bonne raison que, si on regarde bien, certes, on vient à se séparer du réservoir à l'arrivée, mais le réservoir, lui, il pousse pas. Alors certes, il y a quand même les boosters, ça ok, mais on reste quand même sur la même structure qui va en orbite et qui vient à pousser avec. Bon, après c'est quand même assez, c'est quand même différent, mais ça se rapproche d'un SSTO.
Mais voilà, comme je l'ai dit, on n'a toujours pas créé de véritable SSTO qui fonctionne aujourd'hui. Alors, même si on n'en a jamais construit et utilisé un véhicule SSTO, on a déjà réfléchi à plusieurs multiples méthodes et on a fait aussi de multiples prototypes afin de pouvoir explorer ces possibilités et pouvoir peut-être un jour réussir à faire un véhicule unique. Parmi ces possibilités, il y en a plusieurs. Et tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un véhicule SSTO efficace, il faut un moteur efficace. Et à toute altitude de l'atmosphère, puisque notre véhicule va y évoluer, parce que on va partir de l'eau, de la mer, jusqu'à aller dans l'espace. Donc, on va garder le même moteur si c'est un SSTO. Donc, on va vouloir que, à quelle que soit l'altitude, ce moteur il soit toujours efficace. Parce qu'en effet, suivant la pression environnante, les gaz éjectés par le véhicule, donc par les moteurs, ils vont se dilater et avec une tuyère conventionnelle, donc en forme de cloche, on va rencontrer un problème d'efficacité à différentes altitudes. Car donc les systèmes de cloche vont concentrer du coup, pour une certaine pression extérieure, les gaz chauds générés par le moteur dans une certaine direction pour que ce soit le plus efficace. Sauf que, étant donné que ces gaz se dilatent à différentes altitudes, au bout d'un moment, ils vont être mal concentrés et du coup, ils vont être beaucoup moins efficaces. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des moteurs qui sont soit dits à 6 levels, soit dits à vide. Donc, généralement, les cloches sont beaucoup plus grosses et tout ça. Et eux, ils vont être beaucoup plus efficaces dans le vide. Et donc, pour contrer ce problème de dilatation, on a eu l'idée de l'Aerospike. Voilà. Donc l'Aerospike, en fait, c'est une cloche inversée, littéralement. Et son gros avantage, c'est que elle va plus diriger les gaz que les concentrer. C'est-à-dire que les gaz, ils vont suivre du coup la forme de la cloche inversée, comme vous pouvez voir ici. Si je peux, voilà. Ici, donc vous voyez, ils vont suivre la paroi. Du coup, ça fait que même s'ils se dilatent, ils vont quand même suivre la direction. Ils vont pas être concentrés, mais ils vont suivre une direction, on va dire. Et donc, le fait de suivre cette direction, ça fait que même si la pression est forte ou dans le vide, ils vont toujours être dirigés dans le bon sens. Donc, ça va être beaucoup plus efficace. Le gros problème de ce type de moteur, c'est que c'est compliqué à refroidir. Parce qu'une tuyère, c'est facile, on enroule le réservoir, enfin, on a juste à refroidir la surface qui est là, à l'extérieur. Là, ici, il faut refroidir la surface à l'intérieur, et en gros, c'est beaucoup plus compliqué. C'est possible, mais plus compliqué. Alors, il y a eu plusieurs entreprises, même aujourd'hui encore, qui tentent de faire des moteurs Aerospike pour différents modèles. Mais en tout cas, pour un SSTO, il y a eu surtout le projet de Lockheed Martin. C'était lors de... Salut JAD, comment ça va? C'était pour le projet Skylon. Non, pardon, pas pour le projet Skylon, je me suis trompé. C'est pour le projet Venture Star, avec le Lockheed Martin, le X-33. Donc le X-33, qui avait eu un prototype, je crois, de taille 1,5 même construit, ou en train d'être construit. Donc le X-33 avait commencé à être développé par la NASA. Le moteur, il y a même quelques vidéos, je crois, qui traînent du moteur en action du X-33. Donc là, on est sur un Aerospike linéaire. Il y a deux types, linéaire et circulaire. Et le gros problème, en fait, la NASA avait plus de budget parce qu'ils ont rencontré plein de problèmes au développement, ce qui fait qu'ils ont abandonné le projet parce que ça leur coûtait trop cher. Ce qui montre que c'est pas facile à développer un moteur Aerospike pour faire un système de SSTO. Donc, bon, Aerospike, c'est compliqué. On a vu c'est possible, mais c'est quand même assez compliqué. Alors, il y a d'autres solutions, comme on va le voir, notamment les moteurs aérobie. Alors, les moteurs aérobie,
l'idée, en gros, c'est on va prendre l'oxygène de l'atmosphère pour pouvoir alimenter les moteurs. Parce que donc un moteur, comme on avait vu sur la propulsion chimique, il va utiliser, par exemple, pour les moteurs à propergol, il va utiliser deux liquides qu'il va mélanger, enfin deux gaz liquides, qu'il va mélanger pour faire la propulsion. Et parmi ces liquides, il y a l'oxygène liquide, suivant le type de kérosène qu'on va utiliser, enfin de propellane qu'on va utiliser. Et l'oxygène liquide, c'est de l'oxygène. Et l'oxygène, où est-ce qu'on en a ? Autour de nous, dans l'atmosphère. Donc en gros, l'idée, c'est de faire un avion qui va monter au fur et à mesure, mais qui va absorber le plus possible d'oxygène pour pouvoir alimenter les moteurs, afin de réduire l'oxygène emporté par le vaisseau. Donc réduire les réservoirs d'oxygène, parce que après, il en faudra forcément pour monter. Alors, le gros avantage, c'est que du coup, on peut réduire vachement le carburant emporté. Par contre, ça nécessite beaucoup d'éléments supplémentaires et de techniques différentes afin d'atteindre l'orbite, parce qu'il faut monter comme un avion un peu. Notamment, par exemple, des plaques thermiques, parce que le vaisseau va aller à des vitesses quand même extrêmement rapides. Donc, les efforts thermiques sur la structure vont être très importants. L'objectif, c'est d'atteindre une vitesse orbitale dans l'atmosphère, du coup, pour pouvoir s'éjecter. Ce qui fait que thermiquement, c'est chaud. Donc, ça veut dire du matériel supplémentaire, donc du poids en plus, ça reste quand même très compliqué. Et donc, comme vous pouvez le voir sur l'image que vous voyez ici, il y a le Skylon. Donc, c'est un projet britannique équipé du coup de ces moteurs sabres que vous pouvez voir sur les côtés. Et donc, c'est un prototype qui est en développement depuis un bon moment, mais qui en 2013 ou 2003 a reçu encore un financement du gouvernement britannique afin de commencer à produire des prototypes de ce vaisseau. Alors que donc peut-être que d'ici quelques années, on pourra enfin voir ce vaisseau décoller pour envoyer des charges utiles en orbite. C'est actuellement, je pense, le projet complètement SSTO le plus prometteur. Et donc après, du coup, l'avantage, c'est que comme c'est un peu un avion, il aura juste à revenir se poser, en fait. Donc, plutôt intéressant comme projet. Enfin, on a en tant que vrai SSTO, et j'expliquerai pourquoi je dis vrai SSTO, on a un dernier projet qui avait été vachement développé à l'époque, mais on a très vite stoppé parce que c'est pas forcément une bonne idée. C'est donc la propulsion nucléaire par explosion nucléaire. Avec un système de propulsion par explosion nucléaire, il est totalement possible de faire un SSTO. C'est-à-dire qu'on a déjà réussi à faire des prototypes justement de vaisseaux comme ça qui se propulsaient par des mini-explosions de bombes nucléaires derrière lui. Donc c'était le projet Orion que vous pouvez voir ici. C'est une fausse image, mais c'était l'idée. Et donc ce projet Orion, voilà, l'idée c'est on propulse des bombes nucléaires derrière nous et on s'en sert pour nous propulser au fur et à mesure en altitude. Et ce système-là fonctionne totalement pour faire un SSTO. Le gros problème, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin, que faire péter des bombes nucléaires dans l'atmosphère tout au long d'une ascension, c'est pas ouf. Genre, vraiment pas ouf. Ce qui fait que le projet a été arrêté et que aujourd'hui, si on voit pas de SSTO fonctionner comme ça, c'est bien pour ça, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Maintenant, on va voir un peu les systèmes d'SSTO semi-SSTO, j'ai envie de dire. Donc, ce qui est ce que j'appelle les lanceurs assistés. Donc, les lanceurs assistés, ça va être tous ceux qui vont nécessiter une structure afin de propulser du coup la fusée monoétagée. Donc, soit un canon orbital, soit une rampe. Donc, en gros, il faut une grosse installation. C'est son principal problème. Mais ça ne décourage pas forcément des entreprises, notamment Spin Launch, qui a pour objectif de faire un lanceur qui serait catapulté par une centrifugeuse. Et donc, ce lanceur monoétage viendrait, après, une fois catapulté depuis la zone de lancement,
venir allumer son moteur pour se mettre en orbite. Et donc, techniquement, c'est un SSTO. C'est-à-dire que on est sur un truc mono-étagé qui atteint l'orbite. Donc, c'est valide. Après, voilà, comme j'ai dit, salut ProConsole. Comme j'ai dit, ça nécessite une installation assez importante à la surface. C'est-à-dire que, et puis généralement, il ne va pas être réutilisé derrière lui. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est envoyé, voilà, c'est bon, il est en orbite, il ne peut pas trop revenir. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas, par exemple, utiliser ça sur la Lune si on n'a pas mis en place le système. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est pas pour tout de suite les SSTO. C'est-à-dire que vraiment, on est sur un truc très très hypothétique, mais il y a beaucoup de projets qui sont lancés, qui ont l'objectif de le faire. Et on va voir qui, en tout cas pour l'instant, qui va pouvoir venir à faire le premier SSTO qui volera. Et surtout, quelle manière il va utiliser afin de faire en sorte que ça marche. Donc voilà, comme j'ai dit, SSTO, ça a ses avantages comme ses défauts. Surtout qu'aujourd'hui, avec la réutilisation des boosters et tout ça, l'idée du SSTO commence à être un peu hésitante. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Par exemple, le Starship, c'est pas un SSTO, c'est-à-dire qu'il a un booster et un étage supérieur, mais il est composé vraiment que de 2 parties, et ces 2 parties sont totalement réutilisables sur le papier. Donc du coup, à quoi ça sert de faire envoyer un truc en une fois si on peut l'envoyer en 2 fois et au final quand même les récupérer et voilà. Donc voilà, c'est un truc qui a à débattre. Est-ce que les SSTO aussi vont servir dans l'avenir? C'est à voir. Donc ça c'était du coup pour la partie de sujet. Donc maintenant on va pouvoir un peu faire la partie questions et tout ça. Donc si vous avez des idées, des questions, des débats à faire autour des SSTO. Donc je crois que j'avais trouvé traduction en française des SSTO, hein, littéralement c'est lanceur orbital mono-étagé. Bon, normal. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que aujourd'hui, comme j'ai dit, les SSTO, est-ce que ça vaut le coup encore d'injecter beaucoup d'argent pour réussir à développer ça alors que on a quand même commence à avoir des moyens pour atteindre l'orbite très peu cher, réutilisable. Est-ce que c'est nécessaire de venir à construire des installations qui vont coûter super cher ou des types de moteurs extrêmement coûteux, hein, et que ce soit énergétiquement ou même économiquement? C'est une question quand même qui est à débattre, honnêtement. J'ai pas la réponse, hein, ça c'est sûr. Donc à voir, hein, dans l'avenir, à suivre Spin Launch notamment. Encore Spin Launch, eux, ça peut se valoir comme technique. Même si, contrairement à Spin Launch, par exemple, ils pourront jamais te faire de volabilité. Parce que c'est littéralement une centrifugeuse qu'ils utilisent. Ils doivent faire tourner ça, mais à une vitesse pas possible. Les forces qui seront mises en jeu, très clairement, c'est pas supportable pour un humain. Même pour des machines, ça peut être compliqué, quoi. Donc, à voir, à suivre, notamment aussi, surtout le projet des moteurs sabres pour le véhicule britannique, j'ai oublié déjà son nom, le Skylon. Mais à voir si ils vont déjà arriver à quelque chose un jour. Est-ce qu'ils vont enfin venir à faire un premier prototype? C'est encore à voir. Le moteur sabre, ils ont commencé déjà à faire des prototypes et ça a l'air de marcher. Après, voilà, entre réussir à faire un moteur qui marche bien et le coller à la fusée qu'ils veulent envoyer, c'est pas la même chose, hein. On le voit très bien avec le Starship, hein. Le moteur Raptor, il marche très bien. Pourtant, il y a encore des problèmes à des décollages. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Maintenant, compliqué à dire.
Voilà, donc le premier, le Skylone que voici. Hein. Je crois que j'avais trouvé une fois un schéma sympa du moteur, mais en gros, il y a un système qui fait que ça va ouvrir au fur et à mesure parce que aspirer aussi de l'oxygène à des vitesses supersoniques pour les moteurs aérobies, c'est très compliqué. Les conditions suprasoniques, je crois que oui, ça se dit. Suprasoniques et supersoniques de l'écoulement de l'air ont rien à voir. Justement, si on est en cas de suprasonique ou supersonique. Donc du coup, pour aspirer le plus d'air possible dans ces conditions, c'est très compliqué et c'est ce qui fait toute la difficulté du projet. C'est-à-dire qu'ils doivent venir à pouvoir récupérer le plus d'oxygène parce que le plus d'oxygène qu'ils peuvent embarquer, c'est le moins qu'ils ont besoin de... Enfin, non, je me suis embrouillé. Je suis fatigué. Le plus d'oxygène qu'ils arrivent à absorber, c'est le moins d'oxygène qu'ils auront à embarquer pour aller en orbite. Donc, c'est à voir. À voir ce que ça donnera. Est-ce qu'ils vont réussir? Oula, oui, c'est compliqué. Hein. Un gros bazar. Après, techniquement, le projet presque le plus efficace pour un SSTO, c'était le projet Orion. Même pas que pour un SSTO. En propulsion générale, le projet Orion, donc la propulsion par... je sais pas si on peut dire pulsion nucléaire, mais en gros, largage d'explosion nucléaire à l'arrière, c'est super efficace. C'était du genre, je crois, de 1 à 3 mois pour aller vers Mars. Enfin bref, on peut très vite avoir une accélération très importante. Voilà, le problème, c'est faire péter des bombes nucléaires. Pareil, il y a quand même une question d'efficacité beaucoup moins importante parce que même si on peut diriger un peu la zone où ça va péter, il va y avoir beaucoup de pertes d'énergie dans l'explosion, même si je pense qu'en développant le truc, il y aurait eu moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais bon, voilà, le projet a été abandonné parce que faire péter des trucs, c'est pas fou. Surtout dans l'atmosphère, quoi. Encore dans l'espace, ça aurait pu continuer à être développé, mais bon, ça a coûté un peu cher à l'époque. Ils avaient autre chose à faire. D'autres projets importants au niveau du spatial. Et puis en plus, fin de la guerre froide, tout ça, bon, on connaît. Donc voilà, après vous, je sais pas, là, je sais pas si Proconsult encore là, qu'est-ce que tu vois parmi les 4 méthodes qu'on a vues, quelle est celle qui, en tout cas, toi, te paraît la plus réaliste? Qu'on a le système Aerospike. Après, le système Aerospike, ce qui est bien, c'est que donc c'est un moteur plus efficace, certes, mais ça ne va pas servir uniquement pour les SSTO. Ça va aussi servir, on le voit, plein d'entreprises qui veulent utiliser des moteurs Aerospike, que ce soit des entreprises qui veulent faire des fusées à eau électriques, ou alors justement des fusées tout court. L'aérospike est quand même bien vu. Un bref résumé pour... En gros, le SSTO, l'idée, c'est on a une seule structure qu'on envoie en orbite. Pas besoin de faire plusieurs étages pour une fusée. Et donc, pour permettre de faire un SSTO, il y a 3 méthodes différentes. La première, c'est d'utiliser un système Aerospike. La deuxième, c'est un moteur aérobie. Donc, le moteur aérobie va prendre de l'oxygène dans le... Je vais réexpliquer l'aérospike si tu veux après. Il va prendre du coup de l'oxygène dans l'atmosphère pour pouvoir du coup réduire le taux de carburant qu'il va emporter. Il y a l'explosion nucléaire, donc projet Orion, c'est-à-dire que ça va faire des petites explosions nucléaires derrière qui vont taper dans une sorte de ressort un peu qui va du coup propulser au fur et à mesure la fusée. Ou alors avec une installation au sol, donc un canon orbital ou une rampe de lancement, ou encore une centrifugeuse pour le spin launch, qui va du coup lancer un lanceur monoétagé qui va ensuite atteindre l'orbite. Et alors, pour le moteur Aerospike, en gros, son fonctionnement, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, on utilise principalement des moteurs en cloche. Les moteurs en cloche vont permettre de concentrer les gaz qu'on propulse, que produit une fusée, du coup. Sauf que un gaz, ça se dilate,
et suivant la pression environnante, il va être plus ou moins dilaté. Et en concentrant du coup avec une forme en cloche les moteurs, ceux-ci du coup vont être concentrés pour une certaine altitude, parce qu'après ils vont se dilater, donc ils vont être moins bien concentrés dans une seule direction. L'avantage du moteur aérospace, c'est-à-dire que lui, il va pas concentrer, mais il va diriger ses gaz chauds, ce qui fait que quelle que soit l'altitude, du coup, ça va être tout aussi efficace. Donc, plus efficace tout au long de l'altitude. Or, quand on a un vaisseau qui reste le même du début jusqu'à la fin de son ascension, le fait d'avoir un moteur qui va s'adapter au fur et à mesure à la pression atmosphérique extérieure pour qu'il soit toujours le plus concentré possible, voilà, c'est plus sympa. Nucléaire, pas fou avec la radioactivité, oxygène, ça dépend car si absorbe tout l'oxygène de... Si absorbe tout l'oxygène... Alors, non, quand je dis qu'il va... Alors, bon, pour nucléaire, oui, ça, ouais, voilà, le problème, c'est que tu fais péter des bombes nucléaires, c'est pas fou. Mais pour le moteur aérobie, en fait, quand je dis qu'il va aspirer l'oxygène autour de lui, bon, déjà, c'est un avion, donc il va être en l'air, tu vois. Donc, ça veut dire que faune et flore, il n'y a pas de problème. Puis surtout, en fait, c'est que c'est un peu comme un moteur d'avion, si tu vois. C'est-à-dire que il va venir, du coup, prendre l'oxygène qu'il a devant lui. Sauf que quand tu vas à des vitesses supersoniques, c'est déjà beaucoup plus compliqué de prendre l'oxygène. Et plus tu montes en altitude, moins il y en a. Alors, propulsion, c'est genre le Coca plus Mentos. Et... Ouais, en gros, ouais, c'est ça, en gros, l'idée. Mais du coup, oxygène en l'air... c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure tu vas monter, il y aura moins d'oxygène. C'est pour ça qu'il est obligé d'en embarquer. Mais le fait d'en récupérer, en tout cas au début de l'ascension, ça va lui permettre d'en embarquer moins avec lui, donc d'être plus léger. Parce que cet oxygène qui va pas embarquer, c'est une masse en moins dans les réservoirs. Donc du coup, ça va coûter moins cher. Et ça a plus de chances d'atteindre l'orbite surtout. Le moteur a moins besoin d'être trop puissant. C'est ça l'idée. Là. Du coup, si ça rate la propulsion, c'est mort en plus. Hein? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui pourrait rater la propulsion? Alors oui, non mais là, on n'est pas sur une fusée à eau bouteille de merde. Derrière, il y a des ingénieurs qui ont bossé sur l'aérodynamique. T'inquiète pas que la fusée, elle part droit. Ça, c'est le... Hein? Avec de l'eau ou de l'air, ça peut dériver. Non? Parce qu'il y a l'aérodynamisme. Et en plus des moteurs qu'on peut orienter. T'inquiète pas que la fusée, elle part droit. C'est pas ça le problème ici. C'est vraiment plus une question de venir être le plus optimisé pour atteindre l'orbite. Parce que si c'est un système de propulsion, ça, c'est ce qu'on fait tout le temps, quoi. Les moteurs en cloche, c'est comme ça qu'ils fonctionnent et ça marche très bien, tu vois. Et généralement, on n'utilise pas de l'eau, sauf si on est une entreprise roumaine qui veut faire une fusée à eau électrique géante qui, pour l'instant, a l'air de marcher, mais bon, voilà, c'est pas fou. Généralement, on utilise kérosène ou oxygène liquide, méthane, voilà. Et puis putain, il y a... alors attends, attends. Comment t'expliquer quand tu souffles sur une tour, est-ce que la tour tombe? Non, c'est la même idée. En gros, genre, tu pénètres tellement l'air, il n'y a même pas d'histoire de vent. Bon, après, si, quand même. Faut pas qu'il y ait un ouragan, parce que c'est un peu chiant, en tout cas au début du décollage. Mais après, en altitude, ça va. Puis généralement, on vérifie les conditions météo aussi. La propulsion du début, c'est elle qu'on utilise déjà, non? Comment ça? C'est-à-dire? Salut FR Dacre, comment ça va? En tout cas, nous,
La première. Quelle première Je vois pas ce que tu veux dire quand tu parles de première propulsion. Parce que là, avec une seule enfin, t'allumes le moteur, ça démarre, ça décolle et ça va en orbite. Étant donné qu'on n'est pas sur un truc à plusieurs étages, on est sur un truc mono-étagé, c'est le principe du SSTO. Du coup, bah, ça va atteindre l'orbite directement avec un seul allumage. Première propulsion. Non, on l'utilise pas. Alors, il y en a qui veulent l'utiliser, mais en gros, nous, ce qu'on utilise, on utilise le système à cloche. Mais là, c'est un système en fait en aérospike qu'on dit, qui va être plus efficace. C'est-à-dire que système à cloche, on les utilise déjà. Bah, c'était ce que j'ai parlé lors de l'émission sur la propulsion chimique, justement. C'est actuellement genre, 90% des propulsions qui a pour but du spatial, c'est de la propulsion chimique. Et, et du coup, l'aérospike, lui, en gros, au lieu de faire comme une cloche, parce que c'est qu'une question de direction des gaz. Derrière, l'idée, c'est la même, c'est on mélange les gaz, on les allume, ça vient à exploser, à être rejeté. Et nous, derrière, on veut juste bien les diriger, les concentrer pour que ce soit le plus efficace. Et une cloche, ça vient les concentrer pour une certaine altitude. Et donc là, ils vont être le plus efficaces. Alors qu'un aérospike, lui, il va diriger ces gaz. Ce qui fait que, en les dirigeant, quelle que soit l'altitude, ils vont être toujours efficaces. Et c'est pour ça que pour faire un SSTO, c'est sympa. Parce que étant donné qu'on va garder le même moteur du début jusqu'à la fin, qu'on soit au niveau de l'eau ou au niveau du vide, enfin au niveau de l'eau, au niveau de la mer, pardon, ou au niveau du vide, l'efficacité du moteur sera toujours la même. Alors qu'un moteur en cloche, si on garde la même cloche, que ce soit au niveau de la mer et au niveau du vide, on n'aura pas du tout la même efficacité suivant comment elle est configurée. C'est pour ça qu'il y a des moteurs avec une cloche qui est faite pour de l'atmosphérique, au niveau de la mer par exemple, et des moteurs qui ont une cloche par exemple beaucoup plus grande généralement pour dans le vide. Ouais, donc on est toujours sur un problème de pollution quand même, donc on a toujours... Ici, c'est pas un problème de pollution qu'on cherche. Parce que de toute façon, une fusée, c'est... fusée, comment dire, un mec qui veut être écolo en faisant une fusée, il fait une fusée à eau et il est roumain et il est pas fou. C'est pas fou le programme. Sinon, juste un vaisseau qui décolle comme un avion, ça serait pas possible. Justement, ça c'est le projet du vaisseau britannique, le Skylon. Lui, il décolle comme un avion en fait. Il va monter au fur et à mesure en altitude. Sauf que du coup, lui, il va aller de plus en plus vite pour absorber le plus d'oxygène possible jusqu'au sommet. Et ensuite, ces moteurs ils vont commencer à consommer l'oxygène qu'il a en lui pour pouvoir venir à se mettre en orbite. Donc c'est celui qui se rapproche plus, comme tu dis, d'un avion. Parce qu'actuellement, tous les avions qu'on a, en fait, au bout d'un moment, ils atteignent une certaine altitude, ils n'ont plus assez d'oxygène pour pouvoir alimenter leur moteur. Là, ici, on va en plus emporter de l'oxygène pour pousser. Je veux dire sans utiliser... sans prendre l'oxygène. Attends. Oui, voilà, t'as compris. Mais justement, il faut qu'on prenne... Enfin, si on prend pas l'oxygène, ça sert à rien de faire décoller comme un avion. Il n'y a pas du tout d'avantage. C'est-à-dire qu'il vaut mieux décoller direct. Si on a tout le fuel qui est avec nous, ça sert à rien de rester longtemps dans l'atmosphère parce qu'en gros, l'atmosphère, elle va nous ralentir plus qu'autre chose. Là, on va justement essayer de rester le plus longtemps dans l'atmosphère et atteindre le plus vite une vitesse orbitale parce que on veut prendre le plus d'oxygène possible pour pouvoir moins en transporter. En gros, l'idée, c'est d'avoir déjà une vitesse très importante au moment où on n'aura plus assez d'oxygène, justement, pour alimenter le moteur. Pour pouvoir, du coup, passer sur des réservoirs d'oxygène auxiliaires à l'intérieur et ensuite, du coup,
faciliter la mise en orbite. Celui-là est pas mal. Tranquille. Attends. C'est-à-dire que dès qu'ils en ont besoin. Alors, oui, non, mais non. Parce que tu vas pas du coup. En fait, genre, si, tu vas pas la relâcher directement. Enfin, bon, c'est pas de la pression, parce que c'est liquide du coup. Et bah, tu vas du coup, l'oxygène liquide que tu transportes dans tes réservoirs, au lieu d'avoir. Imagine, bah, tu as l'entrée. Ça, imagine, c'est le moteur, ça. Donc ici, c'est tout l'air qui va rentrer quand tu avances enfin, lors de la propulsion. Donc au lieu de faire rentrer tout l'oxygène par là, de dehors, bah, on va juste fermer cette zone dans l'idée et on va directement injecter l'oxygène liquide dans le moteur. Tu vois. Attends. Quand tu es en plein rapport. Attends. C'est liquide aussi. Et en plein rapport, c'est-à-dire. Oui, mais enfin voilà, genre. C'est pas. Enfin, techniquement. Il y a des pompes, tu vois, genre, enfin, on laisse pas juste la pression partir. Oulala. Mais oui, c'est ça, en gros, l'idée, c'est tu vides le réservoir, quoi, c'est ça. Tu viens vider le réservoir dans le moteur directement pour, en fait, à partir de ce moment-là, la fusée, le vaisseau, il fonctionne vraiment comme une fusée classique. C'est-à-dire qu'il va mélanger deux liquides qu'il possède dans ses réservoirs pour pouvoir propulser le bousin, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, on n'est pas sur... on va... Il y a des bruits bizarres. J'ai entendu des bruits bizarres. Bref. Euh, Voilà. Et paf, 9 mois plus tard, ça fait un gamin. euh... Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que bah, projet Skylone, en tout cas, c'est celui qui, aujourd'hui, est bah, le plus concret, entre guillemets, même s'il n'y a pas eu de prototype vraiment opérationnel qui a été fait. Et en même temps, dans l'idée, bah, ça a l'air de bien marcher. C'est-à-dire que ça nécessite pas un système avec un moteur quand même trop compliqué, même si le moteur Saab, donc le moteur Saab, c'est le moteur du Skylone, donc du vaisseau là. C'est un moteur ultra complexe. Genre, je pense que, attendez, je peux aller regarder sur internet. Hop, on peut aller voir rapidement si je peux trouver. Hop, est-ce qu'il va. Hop. Alors, attendez, je vais récupérer ça. Est-ce que je trouve. Merde. Voilà. Est-ce que j'ai trouvé une vidéo du moteur Saab? Voilà. Hop là. Regardez. Bah là, du coup, on discute par rapport au SSTO, donc le sujet de la semaine de cette émission Curiosity. D'abord, on a parlé de news, puis ensuite, on a fait les 15 minutes de présentation un peu de sujet. Et là, c'est là maintenant la partie, la demi-heure de débat, de discussion autour du sujet. Oui, bon, déjà, c'est un gros, gros bousin. Voilà, là, il y a pas de son, hein, c'est normal. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur, bip, bip, bip. Euh, voilà. En gros, le moteur, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que d'abord, on a l'oxygène qui rentre à l'intérieur, puis il va être compressé, chauffé, tout ça, puis ensuite on va injecter et ça va servir de propulsion. Oups. Alors après, c'est pas la vidéo de test.
J'ai cru que c'était la vidéo de test. Alors, attendez. Je vais retrouver la vidéo de test. Hmm. Merde. C'est bizarre, il y avait une vidéo à l'époque, je crois, du moteur sabre en fonctionnement, justement. Oh, regardez, déjà ici, c'est sympa, ça. Donc voilà, ça c'est le moteur sabre. Il est même un peu courbé pour dire, enfin, c'est un bazar pas possible. Voilà, donc là, ça explique bien. Parce qu'en gros, du coup, euh, l'objectif, c'est de refroidir l'air qui va être absorbé. Parce que l'air va être extrêmement chaud étant donné que bah, il vient rentrer dans le moteur à une vitesse supersonique. Donc il faut refroidir cet air chaud pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'il soit le plus en bonne condition pour être mélangé avec le carburant, pour être le plus efficace. Donc du coup, voilà, il faut refroidir le truc de 1000 degrés à moins 150. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment une grosse galère en termes d'ingénierie. Donc là, vous voyez, normalement, on va voir, voilà, là c'est du coup le Skylon avec le moteur sabre. Vous voyez, c'est un avion, hein, littéralement. Il a ses trains d'atterrissage, voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, son entrée d'air, elle se referme au fur et à mesure. C'est un truc qui va un peu se déployer et qui bouche au fur et à mesure l'entrée. C'est un peu particulier. Je sais pas si on le verra bien à un moment. C'est plutôt intéressant. Alors attendez. Est-ce que... C'est quoi? Voilà, ça c'est le moteur sable, je crois. En tout cas, le prototype. Et voilà, lors du fonctionnement, c'est plutôt... Ça bombarde, quoi. Après, c'est un moteur qui est vraiment fait pour la haute altitude. En haute vitesse, surtout. Je sais pas s'il y a d'autres illustrations sympas. Voilà. Est-ce que... Donc, vous voyez, en fait, au niveau du cône, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, ici, en fait, ça, après, ça va se déployer. Et à la fin, ça sera un cône complet. Voilà. Parce que pour que l'écoulement de l'air il soit le mieux au fur et à mesure. Donc, tout ça, là, ça va servir à refroidir le moteur. Enfin, l'air qui rentre pour pouvoir bien l'injecter après dans le moteur. Enfin, c'est un bazar d'ingénierie pas possible. Vous pouvez pas imaginer à quel point. C'est-à-dire que là... Est-ce que peut-être cette vidéo est pas mal. En fait, je cherche parce que vraiment, il y avait une vidéo à l'époque. Je pensais pas la montrer, du coup, je l'avais pas préparée. Mais il y avait une vidéo à l'époque qui était vraiment pas mal. Voilà, ouais. Oui, en plus, rien que pour les moteurs jet, enfin, c'est un moteur jet, hein, l'idée. Ça serait pété as fuck pour des avions aussi. Par exemple, voilà, New York à Londres en 1 heure. Sympa. Parce que du coup, ça pourrait servir pour l'aviation et tout ça, hein. C'est un moteur, en gros, qui développe surtout. C'est le plus dur dans l'histoire. Donc voilà, l'air qui rentre. Puis il faut le refroidir, cet air, pour l'injecter. Enfin, pas possible. Donc là, vous voyez, ça, c'est le système de refroidissement, du coup. Comment ça, après la force centrifuge sur Terre à voir? Oui, bah après, enfin, ça dépend dans quel sens tu vas, mais ça reste quand même très peu 1 heure par rapport à les 6 heures qu'on doit faire. Va servir pour. Comment ça? Enfin, moi, je pensais que tu parlais du coup le fait que la Terre elle tourne plus, parce que bon, ça. C'est-à-dire.
Donc là, voilà, c'est pour tester déjà ça, juste le système de refroidissement, pour dire. C'est même pas le moteur, juste le système de refroidissement, tellement qu'il doit être complexe. L'aviation New York-Londres, en 1 heure, ça va super vite. Donc tu fais littéralement écraser sur tes sièges par les forces centrifuges. Alors, c'est pas les forces centrifuges, parce que la force centrifuge, c'est quand tu fais tourner quelque chose, et du coup tu vas être collé par le fait qu'il y ait une rotation, et du coup tu vas être collé. On a vu ça pendant l'émission sur la gravité artificielle avec les hélices. Et surtout, en fait, ça va être l'accélération qui va te coller. Sauf qu'une fois que ça t'a accéléré à la bonne vitesse, t'accélères plus. Et quand t'accélères plus, c'est bon. Quand t'es à 130 sur l'autoroute, est-ce que t'es collé à ton siège? Non. C'est par contre, au moment où tu fais ton 0 à 130, ouais, t'es collé. Sauf que tu peux très bien faire ton 0 à 130 en 4 secondes. Et là, ouais, tu vas être bien collé à ton siège. Mais tu peux aussi faire ton 0 à 130 en 3 minutes. Et là, t'inquiète pas que tu auras le temps. T'es tranquille. Hein, la force d'accélération, elle est très faible. Faut savoir ce qui colle à ton siège, ce qui t'écrase contre le dos, c'est l'accélération. C'est pas la vitesse. C'est pas. On n'est plus sur l'époque où on croyait que les trains, ça pouvait tuer un homme. Ça, c'était marrant parce qu'à l'époque, quand le train à vapeur et tout ça, il commençait à arriver, les gens, ils étaient en mode, on va mourir. Ça va trop vite. Sauf que ce que les gens ne savaient pas, c'est que l'accélération, c'est pas la même chose que la vitesse. C'est pas la vitesse qui t'écrase contre un truc, c'est l'accélération. Merde, par contre. Parce que je me fais harceler par plein de personnes là, mais je sais pas pourquoi. Ah ok, ça va. Ok, non, ça va. Il n'y a que des bonnes nouvelles. J'ai cru qu'il se passait un truc de mal parce que j'ai mon père, ma grand-mère qui m'appellent depuis tout à l'heure. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, non, c'est juste que des trucs sympas. Donc ça va, tranquille. Donc voilà, du coup, ça serait totalement possible pour un avion. Mais l'objectif surtout, c'est de faire un SSTO avec. Et ça, c'est cool. Donc, je pense que de toute façon, il est 53. Hein. On va pouvoir vite fait retourner du coup. Donc, je risque de faire une pause encore une fois parce que j'ai toujours pas bouffé. Faire une pause et puis je reviendrai ce soir pour faire du Mirror's Edge pour continuer le jeu du coup. Donc, on va faire une petite pause. S'il y a des questions encore après, voilà, tant mieux. Mais sinon, voilà. Donc, je pense que je vais faire une pause d'ici une demi-heure, 1 heure. Ça va dépendre. Et puis on verra. Après, on fera du Mirror's Edge, hein, comme j'ai dit. Donc voilà. Du coup, j'espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez revoir les rediffusions sur YouTube. La chaîne YouTube qui est dans la bio. Il y a la bio Twitch. Et il y a toutes les rediffusions des Curiosity complètes. Même celles où il se passait rien après. Mais quand même, il y a tout. Donc si vous voulez revoir, si vous n'avez pas pu voir une certaine émission ou que... par exemple, il y a des trucs où du coup vous comprenez pas forcément comment ça marche, comme la propulsion chimique. Vous allez juste aller voir cette émission qui sera là pour vous du coup. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Et sur ce, du coup, à tout à l'heure. On revient pour... je vais manger et on se retrouve juste après pour du Mirror's Edge. À toutes. Salut, salut.